Guillaume Yende de l'association Sous la Grappe à l'Arbre et avec le collectif africain, grâce au collectif africain. On a le grand honneur d'inviter ce soir le professeur Bob Basson, planétologue, météoricien, propulseur de la connaissance, de la philosophie africaine, de la coalition africaine. Et on est vraiment très heureux de l'avoir avec nous en Suisse ce soir, et particulièrement à Lausanne. Alors on vous remercie d'être là, il va nous faire une présentation donc, sur la théorie générale de la connaissance en Afrique. Et voilà, je vais pas parler plus, je vais laisser la place au Humbog. Merci à vous. Merci bien. Nous aimons beaucoup les applaudissements en Afrique, même quand on ne dit rien. Alors, ce dont je voudrais nous entretenir aujourd'hui, c'est, on pourrait dire que c'est un discours de la méthode au sens de Descartes. Vous savez très bien que Descartes a mis sur pied ce qu'on appelle un discours de la méthode, dont le but était de montrer comment on accède à la science et à la connaissance plus généralement. Après Descartes, c'est Morin. Edgar Morin qui me semble avoir été le plus proche de la même méthode que celle de Descartes. Et avant Descartes, il y a eu dans l'Antiquité Aristote. Ces deux premiers personnages ne se ressemblent pas du tout, c'est-à-dire Aristote et Descartes. En revanche, Edgar Morin utilise la baraque et propose une méthode de la complexité fondée sur les résultats de sciences exactes. Donc la nouveauté qu'apporte Edgar Morin, c'est de dire que sur la base des résultats scientifiques que nous connaissons, on peut créer une autre théorie de la connaissance susceptible de mieux faire comprendre à l'humanité quels seront les grands enjeux de la science de l'humain. Nous allons plus loin que Edgar Morin, parce qu'Edgar Morin s'arrête à la science de la complexité. Nous pensons que l'Afrique va plus loin, parce que l'Afrique organise son savoir sur l'ordre de l'univers indépassable. Les Africains pensent que si l'on menait sur cette terre des hommes, près de 4 milliards d'années après les premiers êtres minéraux, végétaux et animaux, l'homme ne peut pas prétendre faire valoir sa propre connaissance s'il ne sait pas quelle est l'intentionnalité générale que dessine la nature. Vous voyez, on est dans un premier temps, on a la connaissance de type cartésienne qui évolue vers la connaissance de type complexe au sens d'Edgar Morin. Mais Edgar Morin prend pour la tâche l'ordre et le désordre comme méthode maximale, optimale d'accès à la connaissance. L'Afrique dit non, il ne s'agit pas simplement de connaître l'ordre et le désordre, mais en toute chose, il faut savoir ce qu'est l'intentionnalité générale de la nature, qui elle-même doit fonder la connaissance de la connaissance. Donc nous ne sommes pas dans la connaissance au sens cartésien, ni dans la connaissance au sens de Morin avec la complexité, mais nous sommes dans la connaissance entendu comme le reflet de ce que l'ordre de l'univers demande que l'homme sur Terre fasse pour que nous arrivions, j'allais dire, à l'équilibre harmonieux de tout l'univers. Je voudrais vous rappeler que la pensée africaine ne fonde pas son existence sur la subjectivité de l'homme, mais sur l'idée selon laquelle l'univers ayant créé l'homme, et l'homme étant le dernier maillon dans la chaîne de la création, l'homme ne peut pas faire fi de tout ce qui l'a précédé, au sens où Descartes le disait, l'homme maître et possesseur de la nature. Voilà globalement dessiné le cadre dans lequel nous allons intervenir. Alors, c'est audacieux mon titre, c'est-à-dire la théorie générale de la connaissance. Il m'a semblé présenter ça ainsi pour vous montrer dans quelle mesure il est possible non seulement d'affirmer que la connaissance africaine participe de la science générale ou de la théorie générale de la connaissance, mais davantage à la seule théorie susceptible de permettre à l'humanité de s'en sortir. Pourquoi? Il me semble que c'est parce que les Africains sont les premiers sur cette terre des hommes. Ils ont quand même fait 200 000 ans d'histoire avant l'arrivée des premiers occidentaux, c'est-à-dire qu'on appelle en général les modernes. Nous savons tous aujourd'hui qu'il y a 40 000 ans seulement que lors de la dernière glaciation du Vosne, que les premiers Noirs qui ont traversé le détroit de Gibraltar pour aller en Europe se sont transformés en hommes, j'allais dire occidentaux d'aujourd'hui. Ceux qui ont bien vu les derniers travaux de Yves Coppens ont vu très bien sur YouTube, vous pouvez regarder sur YouTube, ou alors lire Pascal Pitt, qui sont les deux paléoanthropologues parmi les plus futés sur la question des origines de l'humanité.
Donc, si l'homme noir a été le premier sur cette terre des hommes, cela a des implications extraordinaires. Sans exagérer, on pourrait dire qu'il est la potentialité absolue de toutes les autres cultures qui ont été amenées à émerger plus tard. Puisqu'il a une partie de lui-même dans toutes ces autres cultures. Donc, bilan, toutes les autres cultures ne sont que les filles de l'Afrique. Et vu de ce point de vue, nous ne pouvons pas nous dresser les uns contre les autres, étant entendu que ce sont nos propres fils et ce sont nos propres filles qui sont venus par la suite après nous. Vous savez, il y a un discours redondant sur le clash des civilisations, le clash des religions, le clash des cultures. Je ne pense pas un seul instant que nous devrions nous mettre dans cet axe fondationnel qui crée ce qu'on appelle le modèle cartésien, c'est-à-dire c'est ça ou ce n'est pas ça. Le paradigme de l'Occident est fondé sur l'idée selon laquelle la certitude est maîtresse de l'histoire. Si ce n'est pas ça, c'est ça. Tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Tu n'es pas fidèle, tu es infidèle. Tu n'es pas civilisé, tu es indigène. C'est ça le paradigme cartésien. On pourrait dire, il est manichéiste, on pourrait dire. C'est-à-dire, le choix ne doit pas être un instant l'objet de doute. Parce que s'il y a un objet de doute dans la pensée, eh bien, ça tue l'envergure philosophico-mentale de l'homme occidental. La pensée africaine ne dit jamais c'est ça ou ce n'est pas ça. La pensée africaine dit toujours c'est ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ça. D'où le fait qu'elle a été capable d'absorber le supplice du monde. Je voudrais dire que c'eût été les autres civilisations, que je ne suis pas sûr que toutes les cultures auraient fleuri. Mais ça, c'est une autre histoire. Je voudrais d'abord que nous commencions par... Alors, moi, ce que je fais dans ma méthode, j'ai commencé par étudier l'histoire, à tenter de comprendre où on peut trouver les séquelles, les survivances d'une méthode, à défaut d'une loi ou d'une théorie. Et j'ai eu la chance de trouver dans le Timée de Platon un dialogue que lui-même Platon fait reporter à Solon, dont c'est que c'était le législateur d'Athènes dans les années 6e siècle. Et il est dit là-dedans que, ça c'est un peu d'Égyptien qui parle et qui s'adresse à Solon. Il dit, quant à la vie intellectuelle, tu vois sans doute quelle attention la loi chez nous Égyptiens y apporte. À partir des premiers principes qui touchent l'univers, elle a réglé toutes les découvertes jusqu'à la divination et la médecine qui a en vue la santé. Des spéculations divines, elle en a tiré des applications humaines, veillé à l'acquisition de toutes les autres connaissances qui s'ensuivent de celles-là. Vous voyez, il y a l'idée affirmée qu'il existe une loi à partir de laquelle toutes les connaissances sont advenues à la vérité. Et c'est cette loi que nous avons pour objet de découvrir. Ici, nous sommes au moins au 6e siècle avant Jésus-Christ, puisque ici, ce qui est dit ici n'a été que rapporté par Solon. Nous pouvons estimer avec beaucoup de raisons qu'on serait dans le 1000 à 1500 avant Jésus-Christ. Puisque vous voyez des premiers principes qui touchent l'univers. Vous voyez, quand vous dites premiers principes qui touchent l'univers, en toute vérité, on est dans la cosmologie de notre temps. Parce qu'on ne peut pas toucher au premier principe de l'univers si on ne sait pas ce qu'est l'univers, d'où il vient, comment il a été créé. J'imagine bien que dans la salle, je mets au défi quiconque devait dire comment l'univers pourrait être créé. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est une aspiration fondamentale à une audace de la raison. Que quelqu'un prétende qu'à partir des premiers principes qui touchent l'univers, à défaut d'être un grand mathématicien ou un grand physicien, le monsieur qui parle est probablement un grand métaphysicien, c'est-à-dire aurait-il flirté avec les connaissances initiatiques qui peuvent illuminer l'être pour que l'être sache quels sont les premiers principes de l'univers, ou à défaut, et c'est là où je penche le plus, il s'agit de calcul mathématique et physique. Je voudrais affirmer que
il ne s'agit point qu'une spéculation mentale, il s'agit des savants avant notre ère, avant l'ère de Jésus-Christ. Alors, j'avais dit tout à l'heure 1500 ans à peu près. Je donnais l'ère approximative, l'époque approximative des savants susceptibles d'avoir approché la vérité, parce que les principes premiers qui touchent l'univers. Alors, on trouve plus tard une copie d'un livre mathématique, pourrait-on dire, parce qu'à cette époque-là, c'était des papyrus qui étaient copiés. Et ici, Ahmès, le scribe Ahmès, il reprend en son temps, parce que lui, Ahmès, c'est à peu près 1400 ans avant Jésus-Christ. Il reprend en son temps le titre d'un ouvrage qui s'appelle « Méthode correcte d'investigation dans la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets ». Vous voyez, on retrouve un peu tout ce qui était écrit tout à l'heure, les principes premiers qui touchent à l'univers. Mais ici, ce monsieur est plus audacieux. Quand il recopie le texte de celui qui prétend qu'il a trouvé la méthode correcte d'investigation de la nature pour connaître tout ce qui existe, chaque mystère et tous les secrets. Alors, nous sommes dans un discours de la méthode. Bien que nous n'ayons pas pu trouver les papyrus qui sont liés à cette méthode, nous avons voulu simplement en tirer des hypothèses de travail. Ça, c'est une hypothèse de travail. Ça veut dire que nous ne possédons pas le papyrus en question. Et là où nous avons découvert approximativement ce dont il est question, et dans les livres que tout le monde a lu, c'est-à-dire Théophile Obenga, surtout Théophile Obenga. Mais je vous dis la vérité, moi je ne suis pas entré en possession de ce papyrus. Qu'importe, l'enjeu de la science, c'est souvent l'hypothèse de travail. Alors nous étions en 1500 avant Jésus-Christ. Avec les mythes africains, je commence à tenter de creuser ce qui pourrait être la vérité. Je dis bien ce qui pourrait. On est conditionnel. La nature géométrique de la loi de la création dans les mythes africains, c'est moi-même qui titre ça ici, parce que on trouve chez les Dogons du Mali, le mythe qui nous dit qu'il y a un amas spiralé d'étoiles à l'origine de l'univers. Donc nous touchons au principe de l'univers. Mais Griol et Dieterling, qui ont été très proches des Dogons, disent que cette idée-là renvoie à l'origine de la spirale de la création. Nous avons déjà une approche géométrique qui fonde éventuellement la loi dont nous parlions tout à l'heure avec Platon et avec Solon. Nous pensons donc que nous pouvons essayer de voir s'il y a un lien entre cette spirale et la loi. Ne vous inquiétez pas, hein? Je fais tout cet entramage pour vous faire comprendre d'où vient la pensée africaine, comment elle a été organisée et en quoi elle peut nous être utile pour demain. Voilà l'axe majeur dans lequel j'évolue. Je vais poursuivre. Alors, c'est toujours chez les Dogons du Mali. Bon, on va passer à tarder. Lui, il fait des métaphores, la bonne parole, tout en étant recueilli après l'oreille, va directement au sexe où ça roule autour de la matrice, comme ça roule autour du soleil, la spirale du cuivre. Vous savez, l'analogie a été la méthode scientifique la plus utilisée, autant que les proverbes, autant que les mythes. Hein. C'est-à-dire que la pensée africaine est dite symbolique, en ce qu'elle renvoie toujours à des schémas que seul le cerveau interprète en fonction de la vieillesse de l'âme de chaque personne. Bon, alors ici, c'est chez les Bassa du Cameroun, groupe ethnique auquel j'appartiens. Ce monsieur a son grand-père qui a été un très grand initié. Et j'ai été très étonné qu'il dise d'emblée, sans qu'il ait justifié ses affirmations, que tous les mythes africains de l'origine de l'homme partent soit d'un œuf, d'une spirale ou d'un néant. Ça devient intéressant, qui subit des vibrations dues à des énergies cosmiques, lesquelles transforment cet œuf ou cette spirale en mouvement d'abord fermé,
puis se déroulant jusqu'à s'ouvrir en laissant tomber un couple androgyne. Voilà, ça devient très sérieux. Homme-femme, mais il faut bien voir que ce n'est pas homme-femme symbolique, hein, c'est comme vie et mort, ciel, terre, et visible, invisible. Il est allé trop vite, il me semble, mais on va prendre ça tel que ça a été pris parce que, bon, comme il s'agit de mythes répétitifs à longueur de temps, il n'est pas impossible que les bouts aient été laissés à côté. Mais ce qui est très important à noter ici, c'est qu'on dit d'une spirale ou d'un néant qui subit des vibrations. Nous sommes dans les principes qui touchent l'univers. Et si on nous parle des vibrations dues à des énergies cosmiques, personne n'a jamais vu les vibrations cosmiques. Tout à l'heure, je vous disais que je soupçonnais nos ancêtres d'avoir été de véritables mathématiciens et physiciens, ça se précise. Les vibrations cosmiques. Ils sont dans les résultats actuels de la cosmologie. Parce que la cosmologie de notre temps, s'il y a des cosmologues dans la salle, y a-t-il quelqu'un qui fasse physique, cosmologie ou quelque chose pas loin? Bon, c'est pas grave. La cosmologie de notre temps dit que au début de l'univers, il s'agit d'un vide vivant. Lequel vide vivant est animé de vibrations. Souvent on parle des cordes, ces vibrations cosmiques. Vous voyez, il faut soupçonner ces messieurs d'avoir eu les mêmes intuitions féroces, rationnelles que les physiciens de notre temps. Parce que pour être capable de voir les vibrations dues à des énergies cosmiques, vous ne pouvez le faire que de deux façons. Soit avoir des télescopes géants qui regardent de très près le fonctionnement, le comportement de la matière, soit alors avoir des calculs hyper sophistiqués qui vous conduisent à l'état primordial de la matière. Personne n'y a été. Donc vous voyez, il s'agit des imaginations créatrices, mais fondatrices d'un ordre cosmologique qui lui-même est rationnel et mathématique. Voilà. J'ai encore rien conclu, hein. Je dis simplement que j'imagine que c'est bien de ça qu'il est question. Ensuite, je vais chez les Bambara du Mali. Les Bambara du Mali disent que dans le vide universel se produit un mouvement, un tournoiement. Ce n'est pas la spirale, mais c'est un tournoiement qu'ils appellent Yeyerti, qui contient en son sein Miri, l'esprit. Ne pensez pas que le fait de dire Yeyerti ne soit pas la science. Le vocable est inhérent à ce que la langue de cette époque pouvait restituer en mathématiques et en physique. Ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas aujourd'hui le mot Yeyerti que ce qui a été dit Yeyerti n'est pas la vérité. D'autant plus que personne ne peut me dire aujourd'hui comment les Chinois et les Japonais appellent le tournoiement initial. Et pourtant, c'est la science. Donc, il ne faut pas que nous tombions dans le piège d'une aliénation culturelle qui veut que nous retrouvions absolument les mêmes mots, sécrétés de la même façon et dits par les savants d'aujourd'hui. Il faut faire la part des choses entre ces vocables et les étudier de manière à ce que nous soyons capables d'en tirer la substance fondatrice de la science. D'ailleurs, ceux qui ont lu René Thom, Stabilité structurelle morphogénèse, René Thom, vers la fin de son livre, je crois en page 362, il dit qu'il faut se méfier des vocables. Et en particulier, les vocables africains sont porteurs d'une identité symbolique remarquable dans le cas de la mathématique et de la physique. Stabilité structurelle morphogénèse, page 362, je crois. Qu'est-ce qui arrive à toi? Il ne bouge pas, il est noir. Ah, mais tiens, je suis allé loin. Ah là là, voilà. Voilà. Bon. Bon, chez les Ashantis du Ghana, on trouve la même caractéristique. Webster Place, elle est artiste, elle est chercheur dans le domaine de l'art, dit qu'on rencontre souvent la spirale, symbole de la naissance de la création, sur les ailes d'un oiseau, sur la tête d'un animal. Bon, l'enjeu, c'est que on voit très bien que les Ashantis, les Bambara, les Bassa, les Dogon, etc., sont des peuples extrêmement dispersés. Et s'ils sont tous dispersés, on ne peut pas prétendre qu'il s'agisse d'un hasard, du fait de la géographie extrêmement lointaine. Nous pensons que, parce que c'est précisément dispersé, nous devons tenir à compte du fait que c'est peut-être l'idéal scientifique de l'époque qui a voulu que la spirale soit retenue comme
l'aspect majeur qui gouverne la création de l'homme. Alors, maintenant, voilà. Ce masque, c'est un masque initiatique au Libéria. Il existe encore là-bas au Libéria aujourd'hui. On l'appelle, c'est un masque Thomas. L'initié qui fait ce masque le fait en vue des rites initiatiques de chez lui. Et un architecte qu'on appelle Dean Edouard, qui se préoccupe beaucoup des masques, parce qu'il est dans la théorie de la forme, il travaille beaucoup dans la théorie de la forme, reprend le même masque et lui trouve des particularités extraordinaires. En réalité, il y trouve des aspects géométriques de la construction et il fait à l'intérieur de spirale dont lui-même ne se rend pas compte de la puissance opératoire que cela suppose. J'ai discuté avec lui parce que c'est en plus un Camerounais qui est à Yaoundé et je lui explique plus tard de quoi il est question, mais nous allons avancer. C'est dire que l'initié qui fait son masque n'a pas une grille qu'il pose sur le masque. Il travaille tranquillement, intuitivement. Et quand il finit son œuvre est dans la géométrie que vous voyez. C'est quand même étonnant. Vous voyez, cette géométrie, c'est ce qu'on appelle la géométrie sacrée, celle du nombre d'or que beaucoup de personnes doivent connaître en Égypte. C'est le nombre d'or qui a été utilisé par Léonard de Vinci et par bien d'autres architectes, le Corbusier, pour faire les pyramides, le Parthénon, les cathédrales que l'on voit aujourd'hui. Donc vous voyez la coïncidence entre les spirales dont parlent nos ancêtres, qui n'ont rien à voir avec cet initié aujourd'hui qui travaille seul. Donc, retenons pour la suite que la spirale de la création est inscrite dans une œuvre d'art, comme par hasard. Comme par hasard, je dis. Alors, René Thom, qui a beaucoup inspiré tout ce que je fais, pose le fondement de ce qu'il appelle le caractère algébrico-mathématique doté de la propriété de stabilité structurelle vis-à-vis des perturbations qu'il a faites. Cette quantité algébrico-topologique, nous proposons de l'appeler en souvenir des rapides le logos de la forme. Vous voyez, il y a là caractère algébrico-mathématique. Tout à l'heure, on a vu une spirale. Et nous sommes dans l'algèbre. Nous sommes dans l'algèbre parce que l'équation de cette spirale a été donnée plus tard. Mais retenons que René Thom, qui est médaillé Fields en mathématiques, c'est le spécialiste de la théorie des catastrophes. Il est de ceux qui ont été les pionniers de la science de la complexité. Il travaille beaucoup sur les ruptures de forme. Il a même la prétention de modéliser les formes, toutes les formes existantes. Et il y a des discussions dessus, ça, avec des personnes qui ne sont pas toujours d'accord, mais enfin, ce qui est important, retenons que la science n'est pas la certitude, la science c'est la cohérence. La science était la certitude du temps de Descartes. Aujourd'hui, la science c'est la cohérence, c'est la méthode. La science n'a pas besoin de certitude. Vous allez revenir. Alors, je retrouve cette spirale comme par hasard chez des auteurs qu'on appelle grecs et je crois que tout à l'heure des noms vont apparaître. Et c'est moi qui accentue les traits. Vous voyez, je mets là la croix, je montre pour ma part que c'est l'origine de la croix. C'est-à-dire que la croix du Christ, qui vient d'abord de la croix ancienne égyptienne, prolonge la théorie mathématique de la spirale. Vous la retrouvez ici, entre la droite qui vient jusqu'ici au nombre 9 et 7, et vous voyez la branche qui la transperce perpendiculairement, qui va de 6 à 8. Alors, ça devient très sérieux parce que dans la mystique africaine, c'est toujours les chiffres impairs qui sont utilisés. Et là, on va jusqu'au chiffre 9, que les Africains appellent le chiffre de l'accomplissement. Toutes choses sont accomplies au chiffre 9. Et analogie est faite avec la grossesse de la femme qui fait 9 mois
Et comme par hasard, on voit très bien la structure, la manière dont l'enfant est structuré dans le ventre de sa mère en chiffre 9. Donc il y a là une sorte d'ontologie du nombre. Le nombre suit la courbe, vous voyez. C'est-à-dire que ceux qui ont inventé les nombres ont tenté de tout faire pour que les nombres ne soient pas des nombres supposés, mais des nombres qui ont empreinte sur la réalité. Donc, vous voyez très bien que tout ce qu'on fait en Afrique, c'est toujours le chiffre 9. Où on veut vous donner les courges, c'est 9. On veut introduire le roi, on le lève 9 fois. Vous allez chez un guérisseur, vous faites tourner 9 fois. Tout est neuf. Tout est neuf, symbolique de l'accomplissement. Et vous voyez très bien que sur cette droite-là, qui transperce la courbe première, il n'y a que les chiffres pairs qu'on n'utilise pas dans la mystique africaine. Aujourd'hui, je sais pourquoi. C'est parce que ces chiffres pairs sont porteurs de désordre. Ensemble, la droite que vous voyez, c'est la droite qui manifeste les forces de l'ordre, d'expansion de l'univers. Et la droite que vous voyez, qui est séquente à la première droite, c'est les forces de gravitation. L'expansion de l'univers se fait de cette façon. Quand vous voyez même comment les cyclones entrent en expansion dans l'objectif météorologique, vous voyez très bien que ce n'est jamais un chemin linéaire, c'est toujours une circularité qui se prolonge dans l'espace. Parce que la circularité représente la loi. Or, cette loi ne se manifeste que si les forces de l'ordre et du désordre entrent en confrontation. Nous sommes en physique mathématique. C'est un peu comme vous avez de l'eau dans une marmite. Cette eau-là, tant que la température ne commence pas à être mise en marche, les courants de convection ne peuvent pas se mettre en marche dans la cellule. Donc l'eau est en état d'isotropie. Pour que cette eau commence à bouillir et que les premières bulles apparaissent, il faut qu'il y ait une sorte de seuil critique de changement de température pour que le mouvement se mette en place. Donc tout se passe comme si l'univers a été mis en place par une asymétrie fondationnelle, c'est-à-dire une droite censée aller tout droit vers l'infini et une autre droite censée la comprimer pour l'empêcher d'aller dans l'infini. Vous voyez? Donc, cette asymétrie fondationnelle est aussi l'asymétrie qui s'installe en homme, entre l'homme et la femme. On va revenir tout à l'heure. C'est-à-dire, nous vivons la même loi. Et c'est cette loi qui est donc la croix prétendument christique, dans la mesure où c'est un plagiat, que vous allez le voir tout à l'heure. Vous voyez, ça fait mal de dire un plagiat parce que ceux qui sont étonnamment chrétiens ou grandement chrétiens n'aiment pas qu'on court sur leur plate-bande. Je suis bien obligé, mais je suis en maths, en physique et en sciences, donc nous ne sommes pas dans le domaine de la révélation, nous interprétons les choses que nous voyons. Rien d'autre à ajouter. Ça, c'est ce qu'on appelle le rectangle d'or, et là, c'est constitué du carré, et c'est une construction mathématique. Vous voyez très bien que j'ai écrit là-bas en haut Horus, et ici 7. Ceux qui sont dans l'égyptologie savent très bien que Osiris affronte 7, et de la naissance de Horus, le problème de l'héritage se règle. Horus hérite de l'affrontement entre Osiris et 7. Et vous voyez très bien que cet affrontement est bien représenté. Cet affrontement, c'est un supplice, c'est un croisement. Parce que la pensée africaine croise. La pensée africaine n'est pas le yin et le yang du monde asiatique. Le yin et le yang sont juxtaposés, tandis que la pensée africaine croise. Et la pensée cartésienne éloigne. La pensée cartésienne atomise, compartimente, ne met pas entre deux choses un élément de continuum ou de contiguïté. Tandis que le yin et le yang japonais et chinois sont juxtaposés sans que l'un empiète sur le domaine de l'autre. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que les forces du mal n'empiètent pas sur les forces du bien. Il y a une sorte de générique qui est un hybridisme très équilibré qui veut que on fait ce qu'on peut avec ce qu'on peut. Tandis que la pensée africaine relève de ce qu'on appelle le tiers inclus. C'est-à-dire que le croisement entre deux forces qui s'affrontent donne une synthèse qui est donc le mouvement de tourbillon que vous voyez
qui est un élément purement physique, mais qui est aussi un élément de pensée, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ah voilà, ces auteurs, c'est Max Stott et Greg Nixon. Voilà. C'est la métrique harmonique de l'univers d'après les savants négro-africains. Voilà. Vous voyez comment le soleil se déroule. Ceux qui lisent la mythologie égyptienne savent que on dit toujours que Maat, c'est la fille de Ra. Ra, c'est le soleil, le dieu soleil. Il se déroule en une spirale qui s'ouvre progressivement vers l'univers. Donc la spirale dont parlaient nos ancêtres tout à l'heure à travers les mythes retrouve l'astrophysique et la cosmologie. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai fait exprès de dire que les mythes disent que c'est la spirale, mais vous voyez directement que les mythes disent la science. Parce qu'il ne faut pas confondre le mythe occidental et le mythe africain. Le mythe occidental est fondé sur un préalable faussement raisonné de la vérité. Quand vous regardez Prométhée, Oedipe, tout ça, vous voyez très bien que Oedipe couche avec sa mère, tue son père. Prométhée va ravir le feu des dieux, après il est malheureusement immolé. Quand vous regardez Sisyphe, il tourne éperdument la pierre qui toujours revient pour recommencer. Donc le mythe renvoie à une impasse sociologique et théorique. Puisque les individus qui sont censés être les héros mythologiques ne s'en sortent jamais. Tandis que dans la pensée africaine, les mythes renvoient toujours à une génération qui ramène à la vérité, ne serait-ce que sociale, sociogonique et même cosmogonique. Je vous prends l'exemple. La lutte entre Osiris et Seth se termine par la naissance heureuse de Horus. Vous voyez, la pensée ne rompt pas avec la confrontation, mais elle prolonge la confrontation pour lui donner un état d'être second qui est donc la synthèse dialectique. La dialectique naît de cet antagonisme fondationnel. Et seule la pensée africaine a réussi à formaliser mathématiquement cette dialectique en proposant la spirale comme étant de l'ordre de la vérité, ne serait-ce que la vérité des essences, avant d'être la vérité de la science. Bon, voilà, on a maintenant la vérité. En astrophysique, on appelle ça le vent solaire. Il fait sa course en spirale. Et Maat, c'est le nom de ce vent solaire. Ce qui tourne comme ça et qui finalement irrigue, immerge la totalité de l'existence de l'humain et l'existence de toutes les choses. C'est combien de minutes que nous avons, s'il vous plaît, pour que j'aille vite? Non, c'est bon, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de gens qui habitent très loin. Bon, on va essayer de caler pour que ça aille. Bon, j'ai pris des exemples comme ça pour que vous voyez tout ce que, sur le plan végétal, la spirale est présente, là voilà. Sur le plan des galaxies, là-bas nous sommes dans les galaxies, hein. Ça veut dire que les galaxies, c'est des choses qui sont 1000 fois le système solaire. C'est-à-dire, les milliards d'étoiles que vous voyez, notre galaxie qu'on appelle la Voie lactée, c'est un tout petit point, un peu comme le point lumineux que vous voyez. Hein. Donc vous voyez, la galaxie spiralée représente l'infiniment grand et qui est repris par l'infiniment petit et même l'infiniment macroscopique des végétaux. Vous voyez, c'est toujours cette spirale-là qui montre très bien qu'on peut parler d'une loi. C'est pas possible que ça soit au hasard si ce n'est pas venu d'une même loi. Vous voyez, là-bas, l'enfant est couché dans le ventre de sa mère en forme de spirale. Et il semble que les gynécologues nous disent que c'est la seule façon, la seule position possible pour l'enfant dans le ventre de sa mère. Parce que c'est cette position qui permet à la mère de se mouvoir malgré la présence de cet enfant. On pourrait dire que c'est l'équilibre harmonique du divin en vue de donner la vie. Parce que si c'était une mauvaise posture, que les femmes auraient eu du mal à poursuivre leurs travaux de champ, à laver la vaisselle, à faire tout ce qu'elles veulent. Donc, vous voyez, c'est une harmonie divine instaurée dans une cour
spiralée que nous appelons la loi. Alors, comment ça s'est passé cet enfant-là? J'imagine que c'est d'abord le liquide fécal qui se met en place et ensuite la chair vient se superposer. Donc en réalité, l'acte sexuel, c'est un acte de fusion géométrique entre le spermatozoïde et l'ovule qui, grandissant, mettent en marche un ovule qui lui-même s'organise petitement et au fur et à mesure pour donner un être humain chargé d'une histoire qui est celle de la spirale. Ce n'est donc pas parce que nous sommes debout aujourd'hui que nous ne sommes pas des spirales. Nous sommes des spirales debout. La loi marche. Donc voilà ce que ça produit. Ça, c'est les expériences qui montrent comment s'organise la spirale. Bon, ici, j'ai déjà changé d'axe. Maintenant, je vous montre les images qui vont permettre à ce que nous nous sommes dit soit pris en compte dans l'organisation sociale. Vous voyez cette plume-là, c'est cette plume que je porte. C'est la plume égyptienne qu'on appelle Mahat. Ça représente l'équilibre des forces. Cet équilibre des forces est matérialisé par la spirale que vous venez de voir. Ici, c'est une plume parce que, ma foi, on dit que le corps ne doit pas être plus léger que... le corps doit être autant léger que la plume. Nous allons y revenir. C'est simplement une image pour vous montrer l'alliance entre... Ça, c'est une femme d'aujourd'hui qui se trouve dans le nord du Cameroun et l'Égypte pharaonique. Vous voyez très bien que la continuité culturelle est exacte. Plume d'autruche, plume d'autruche. Alors, voilà ceux qui disent qu'on est animiste. Vous voyez très bien que là, c'est un culteur juif du Caparote qui s'apparente étrangement à un culte animiste avec le coq. Vu sous cet angle, les gens peuvent penser que c'est de l'indigénat. En réalité, nous sommes en physique quantique. C'est-à-dire que le coq que vous voyez là émet des vibrations et son magnétisme doit correspondre au magnétisme de cet homme. Si cet homme n'est pas perturbé, le coq est enchanté et ne s'éloigne pas ou bien n'a pas tendance à s'éloigner. Mais s'il est naturellement, magnétiquement équilibré, le coq n'éprouve aucune raison de partir et reste même sur sa tête parce qu'il y a harmonie. Donc a priori on peut dire que c'est bon, ouais, les gens des forêts, voilà ce que nous montrent, bon, est-ce que c'est quoi ça, vraiment, c'est encore rétrograde. Mais en fait c'est la physique quantique. Et il nous appartient de voir très bien ce qui se passe en termes d'équations mathématiques. Alors ici, je vous montre toutes ces images pour que vous sachiez un tout petit peu ce qui s'est passé dans la raison. Vous voyez très bien que là-bas vous avez les luttes qui sont représentées dans l'Égypte. Vous voyez le karaté qu'on retrouve très bien. Vous voyez un peu les images le corps pharaonique reprise par les avocats. Bon, ici on voit très bien que la croix maçonnique trouve son origine dans l'Égypte pharaonique. Ici, c'est simplement pour dire que autant grand est le pharaon, autant grand est son œuvre architecturale monumentale. Donc c'est ça qu'on retrouve. Ici, je parle en termes d'héritage. Je ferai tout à l'heure la jonction entre la spirale dont je parlais et cet héritage. Bon, vous voyez ici, je reprends le yin et le yang, on voit très bien. Ici, la croix en C. Bon, les dérivés de la croix, on les voit très bien. Ça, c'est simplement visuel pour qu'on montre le cinéma. Pour que nous soyons en plein cinéma. Ici, vous voyez la pyramide que vous connaissez tous. Louvre à Paris, et vous voyez ici la pyramide égyptienne. Vous voyez voilà, ici c'est une galaxie ou à défaut probablement un quasar. Ce qui nous importe ici, c'est la spirale, la façon dont elle se présente dans le visuel. Partout, tout ce que vous voyez là, c'est les milliards d'étoiles, et là vous avez le soleil. Ici, ce n'est pas le soleil, c'est le trou noir, on pourrait dire.
C'est-à-dire que c'est le condensé énergétique qui structure la spirale dans son évolution. Donc, dans la pensée africaine, on part de la spirale de l'infiniment petit à la spirale de l'infiniment grand. Il y a une analogie fondatrice là qui est donc au cœur de la géométrie. Je poursuis rapidement. Bon, ici, c'est pour les religieux. Hein. Je vous montre un clergé africain, le clergé auquel j'appartiens. Ça, c'est pour le cinéma, hein, parce que tout le monde n'a pas l'occasion souvent d'être là dans nos rituels. Je laisse tout l'aspect scientifique, je suis dans l'aspect visuel. Bon, vous voyez, nous essayons d'être à la fois modernes et traditionnels. On a ce sac-là que vous voyez qui est en beige, c'est le sac qui contient nos éléments de travail. Et c'est cela qui nous permet de faire nos rites. Donc vous avez ici un clergé, un parfait clergé africain, fait des maîtres de l'univers, les maîtres du temps. Pourquoi ils sont les maîtres? Parce qu'ils n'ont plus la science des anciens, mais ils ont la pratique des anciens. C'est-à-dire qu'avec le fondement de l'Afrique et les problématiques liées à le sous-développement, on a oublié toute la partie scientifique qui alimentait les codes rituels. Et ici, donc, ils sont devenus des pratiquants, mais ils ont perdu la substance organisationnelle sur le plan mathématique et scientifique. C'est pourquoi je vous interpelle, parce que nous devons y travailler pour savoir ce qui est caché derrière. Je vous ai dit que nous sommes en physique quantique et ce n'est pas un amusement. C'est pour ça que nous avons besoin de mathématiciens et physiciens pour faire avancer les travaux qui sont liés à des choses apparemment rituelles, mais qui sont étonnamment mathématiques quant aux pratiques, quand on les connaît de l'intérieur. Là, ils regardent tous, ils sont arrivés vers l'agneau qu'on va émouler, et vous voyez très bien qu'ils sont tous attentifs à ce qui va se passer. Parce que chaque geste est déterminant pour savoir si oui ou non le nouvel impétrant. Parce qu'ici, nous assistons à une intronisation. Il y a quelqu'un qui a posé sa demande pour devenir initié, et ce sont les gestes qui vont se poser là, qui vont montrer s'il mérite d'être impétrant ou pas. C'est à partir de ces résultats donc qu'on peut le consacrer ou pas. Voilà, vous voyez leur beau pain. Je n'ai pas porté mon pain aujourd'hui parce que je savais que j'allais rencontrer les savants et ils ne comprendraient pas pourquoi je suis en pain. Mais demain, je crois que je serai en pain. Bon, on est toujours là. Alors, vous voyez, le plagiat de l'Antiquité, hein, nous oublions beaucoup. Souvent même, nous oublions que nous avons oublié. Nous ne sommes pas sérieux. Vous voyez, des Africains qui sont en train de suivre le cuivre des autres alors qu'il y a de l'or ici. Voilà la première image du fils Horus et sa mère Isis, progressivement transformés. D'abord, le teint est relativement le même, et après, vous voyez, brusquement, ça change. Ça devient le fils Jésus. Vous voyez? Alors, comment peut-on croire à une histoire antérieure, à une histoire postérieure, à une histoire antérieure? Ça demande que nous réfléchissions et que nous cessions de copier gratuitement, sans même souvent comprendre les schèmes de pensée qui nous ont été imposés de l'extérieur. Voilà la vérité. Vous voyez, le fils Horus, il a déjà son cobra sur la tête. Alors là, c'est l'Immaculée Conception. Hein. Vous savez très bien qu'on nous a dit que Marie serait fécondée par le Saint-Esprit. Hein. Personne n'y a cru, hein. Même Joseph lui-même n'y a pas cru. Vous avez vu toute la bagarre qu'il a apportée autour de cette question. Comment sa femme peut-elle être enceinte par le Saint-Esprit alors que lui, il sait qu'au quartier, vous voyez les gens qui regardaient sa femme de temps en temps. Il ne croit pas un instant. Et c'est normal parce que là, vous voyez l'ange qui vient révéler à Marie que oui, Marie, tu seras enceinte, machin, chouette. C'est d'autres qui le fait avant. Et je voudrais vous rappeler que dans la Bible hébraïque, le terme qu'on utilise à hébreu, c'est Alma. La jeune femme enfantera. Et dans la Bible grecque, on dit Parthénos, la jeune vierge. Vous voyez comment on tord l'esprit, on tord la vérité,
Et après, les pauvres Africains se mettent à se coucher derrière une croix parce qu'ils pensent que ça va les sauver. Vous voyez, il faut très bien comprendre ces problèmes et savoir que nous avons le devoir de revenir à la source, plutôt que de répéter inlassablement des choses qui nous sont venues un tout petit peu en pièces détachées. Je ne veux pas insulter, mais je suis obligé de dire un tout petit peu la vérité. Je suis obligé. Voilà la vérité sur l'annonciation de la naissance du Christ. Or, c'est une allégorie, hein, ça n'a rien à voir avec la vérité. Jésus est monté au ciel, c'est à la droite de Dieu. Je ne sais pas si Dieu a des fesses pour s'asseoir. Vous voyez, c'est paradoxal. C'est des histoires à dormir debout. Réveillez-vous. Il ne faut pas écouter ce que les gens ils ont compliqué pour qu'on s'en sorte. Voilà, il existe 2600 ans avant. Et puis ensuite, on met le Fils. Bon, voilà. Hein, je suis obligé de vous montrer ça, même si vous n'êtes pas d'accord. Hein, parce qu'ils exagèrent. Vous voyez, ils exagèrent. Hein? Voilà. Ils vont dire qu'ils ont créé quoi? Ils vont dire que sa sainteté, le monsieur là est plus saint que celui qui a créé ce truc-là qu'il porte. Comment est-ce possible? S'il y a un saint, voilà le saint. C'est lui qui a créé sa chose. L'autre vient y prendre. Et après il dit que non, c'est lui le seul, machin, la vérité passe par lui. Comment la vérité peut passer par lui alors qu'il a pris chez l'autre? Il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Voilà, vous voyez l'obélisque et puis ils ont suspendu le truc là en haut pour faire croire que ce n'est que pour nous. Hein. Regardez la croix qui se trouve là-bas en haut. Bon, l'enjeu c'est de nous enlever toute capacité de création. C'est de montrer que ce n'est peut-être pas pour eux, mais ils ont ajouté. Vous voyez un peu, hein? Vous prenez chez l'autre, si c'était un verre, vous mettez un verre clair pour dire que vous voyez, j'ai ajouté. Donc il n'est pas le seul, il y a les droits d'auteur et les droits voisins. Donc ça c'est un truc de droit voisin. Ils suspendent un truc en haut là-bas pour qu'on dise que non, c'est toujours la même chose et puis, bon, pour confondre les pièces. Vous voyez, hein? Et puis là-bas c'est mal fait. Vous voyez, ils ajoutent un peu l'éclair pour montrer que non, Dieu, c'est Dieu qui envoie l'éclair. Vous voyez les images, vous voyez jusqu'où les images vont. Hein? C'est-à-dire, on met la lumière là et puis on met l'éclair là, après on va vous dire que Dieu apparaît. Dieu apparaît dans quelle langue? Qu'ils nous disent. C'est l'araméen ici qu'il parle ou bien c'est le bassin de chez moi ou bien le... Oh, putain. Oh là là. Vous voyez? Est-ce que Dieu peut parler? Dieu a une voix. Est-ce que Dieu a un téléphone ou un fax? Comment il peut laisser les gens 200 000 ans avant Jésus connaître la vérité? Et puis d'autres viennent après et disent, voilà. Voilà les rayons du soleil qui viennent avant. Moi, ce qui me désole, c'est que les gens vont à l'église, ils chantent à tue-tête, tu crois que Jésus va les aider là-bas. Et puis, après, quand ils réussissent à avoir les papiers, ils disent que c'est Jésus. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Vous voyez, voilà tous les livres qui ont été écrits pour contredire. Hein? Vous voyez, le premier dit une histoire qui ne peut pas être de l'histoire. Ça, c'est Michel Gazard. L'invention de Jésus, ça c'est Bernard Dubourg. La construction de Jésus, ça c'est Baderman. Jésus, anatomie d'un mythe, c'est ça les Occidentaux même qui écrivent, c'est pas nous. Parce que si c'était nous, les gens allaient dire, ah, vous connaissez, vous voulez seulement changer, parce que vous voulez que les kamites soient. Non, c'est pas nous. Que ceux qui aiment donc que les Occidentaux leur parlent, qu'ils voient aussi ça. Parce qu'ils ont une méthode là. Ils prennent seulement ce qui est bon pour eux. Si tu écris ça, ils disent non, le monsieur, si peut-être qu'il n'est pas normal. Bon. Mais quand ça les arrête, ils disent non, c'est un bon livre. Vous voyez? Lisez tous les livres, faites des comparaisons. Voilà, les gens qui disent ils étaient là depuis. Vous voyez? Là-bas, on est chez les Babékés du Cameroun, hein, ils mettent les crânes, ils mettent de l'huile. Hein. Vous voyez comment ils pensent à leurs ancêtres. Hein. Et regardez ça. C'est pas parce qu'il l'a bien enveloppé bon, que là-bas c'est à l'air libre. Encore que moi je préfère que à l'air libre. Parce que quand il enveloppe comme ça, on voit plus bien. Bon, mais c'est caché. Vous voyez? Et puis les dames même là, ça fait pas sérieux parce qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il est fâché? Est-ce qu'il a un démon maintenant? Est-ce que pourquoi on le laisse comme ça dans cet état? Regardez là-bas, nous on sait comment on fait les choses, on arrange, on tapisse, on met le sel à côté. J'avoue que souvent moi-même je dis qu'ils exagèrent là-bas. Mais bon, comme il faut que...
Parce que quand vous voyez ça là-bas, mais c'est la physique quantique, hein. C'est la physique quantique, ne soyez pas fâchés, c'est là. Bon, ça je vous montre, voilà l'analogie. C'est nous qui avons créé cette histoire-là, et puis ça a été de maçons, et ils ont la prétention de nous expliquer le monde. Vous voyez, ils prennent des choses ailleurs. Au lieu de dire que ce n'est pas pour eux, ils prennent et après, ils font comme si c'est pour eux, et après ils se mettent à contrôler le monde, ils font tout bon. Je vous montre ça pour que vous ne soyez pas effrayés, hein. Parce que certains, quand ils voient ça dans la nuit, je crois que ce sont des génies. Ouais, Bouddha, pareil, hein. Ça c'est. Ouais. Ici, vous voyez que le nez et la bouche vraiment. Moi-même, je sais que c'est pas beau, mais je veux quand même vous montrer que c'est pour vous. Vous voyez, la bouche est un peu façon là. Ici, c'est un peu plus esthétique. C'est plus esthétique, mais enfin, l'enjeu, c'est de vous montrer que même si c'est pas beau, c'est pour vous. Et c'est pas parce que c'est pas beau que vous devez fuir. Vous pouvez même rendre ça beau en mettant un peu de peinture. Voilà, vous voyez. Ouais, quand c'est tort là, c'est ça en Égypte, hein, c'est les choses qui étaient connues, les prières, tout a été pris. Vous voyez, même les chefs de guerre même savent que la déesse elle est noire. Regardez, c'est clair. C'est pour nous. Enfin, quand elle dit c'est pour nous, c'est pas pour nous en tant que pour nous. C'est pour nous parce que la déesse. Vous voyez comment elle est en spirale. Elle est avec sa plume, sa belle plume. Alors, vous voyez ici, ça on est dans la maison de Roi Kotoko. Elle dessine une spirale jusqu'à sa chambre qui est à l'intérieur, au fin fond là, au bout, au point de catastrophe. Alors, je vous montre dans la nature eau. Vous voyez l'eau crée la spirale. Et toute l'énergie est calculée à partir de ce déferlement. Hein. C'est le déferlement de la vague qui crée l'énergie. Vous voyez, pareil pour le feu. C'est le même mouvement d'ensemble hein, qui se crée. Et ce mouvement d'ensemble se retrouve sur le Cobra. C'est la même loi. C'est la même loi, la loi du mouvement. C'est ce même mouvement qui se met en marche et qui crée des formes. Même le ritualiste qui se trouve à l'intérieur de l'eau là-bas. Ne croyez pas que la spirale là dessinée par le mouvement de l'eau est gratuite. C'est pas du tout gratuit. Hein. C'est fait exprès. Bon, ici je reviens chez la déesse à Chantilly, je crois, quand on doit être en Côte d'Ivoire ici. Cette image, je l'ai prise chez un ami. Je crois que ce n'est pas chez Odjou, je ne sais plus qui. Bon, et vous voyez que depuis l'Égypte pharaonique, c'est la même chose. Voilà angle, la croix angle que nous avons vu là tout à l'heure. Il y a une continuité réelle et décisive. On revoit, voilà donc l'homme qu'on appelle Osiris, hein. Le premier Dieu qui monte au ciel, qui s'assoit à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, ce n'est pas Jésus qui le fait. Hein. Jésus plagie et puis plagie mal. Vous savez très bien les boîtes qu'il a eu avec sa mère. Vous savez très bien qu'il allait à Jérusalem pour faire ses enseignements et il n'allait jamais chez sa mère. Sa mère elle-même se déplaçait à Jérusalem pour le regarder à travers les portillons. Hein? C'est un mauvais enfant. Est-ce que vous pouvez vous allez à Paris? Votre mère est à Paris, vous n'allez pas là-bas, vous faites la conférence. Moi, si ma mère vivait, je viens faire une conférence, elle doit informer que je suis là. Si je ne suis pas là, bon. Bah. Ça, je vous ai montré ça. Ça, on est chez les Douaras du Cameroun. Hein. Chez les Douaras du Cameroun, leurs ancêtres connaissaient déjà les planètes. Hein. Vous voyez les mots, ça c'est Mercure et Bethléem, Vénus et Yomboué, la Terre Mystère, Motet. Les gens croient que les gars ne savaient rien, c'est faux. C'est pour ça que quand j'ai commencé au début en vous disant qu'on touche au premier principe de l'univers, c'était des cosmologues et des physiciens. Vous croyez qu'ils ont inventé ces noms-là qu'ils n'ont pas observé? Hein? Tout est dedans. Neptune, ils sont allés jusqu'à voir Neptune. Hein? L'Uranus, Pluton est là. Qu'est-ce que les gens disent dehors même? Hein? Voilà. Mars, c'est quoi là-bas? Et vous voyez là-bas, j'ai ajouté ça là-bas pour qu'on voit très bien que nous on est absents. Parce qu'ils ont la prétention de régenter l'ordre de la vérité sur la religion, alors que c'est pas eux, hein. C'est pas eux, on est absent, nous on reviendra. Ah, voilà. C'est considéré comme si nous on n'a rien, mais c'est parti remise. Hein. On verra bien plus tard qui sera le premier, qui sera ici devant.
Bon, ça, on voit maintenant ça, l'Égypte avec les peaux de panthère, on le voit ça là-bas. Là, vous avez le python, le cobra. Là, c'est une des bonnes démonstrations visuelles du cobra. Je ne serai pas bien comme ça, sinon on va me faire la guerre. Je ne veux pas. Bon, ici, c'est très intéressant parce que, regardez très bien, le pharaon ici, le roi, est plus bas sur la stèle, alors que les deux autres sont hauts, ce sont les dieux. Lui, c'est un pharaon qui doit être intronisé. Regardez très bien l'homme de droite, ceux qui savent comment Horus est représenté, voient bien le bec d'Horus là. Et regardez très bien, Horus est plus grand que Seth. Regardez si vous... C'est parce que nous n'avons pas une règle, j'allais vous montrer. Et ce Horus là, le voilà ici, de 5 à 9, contre le 6-8. C'est la preuve géométrique et mathématique de la différence qui existe entre Horus et Seth. La différence mathématique, celle du seuil qui dit du nombre d'or à partir de laquelle la spirale se met en marche. Regardez très bien. Parce que les Égyptiens avaient l'avantage d'être extrêmement pédagogues. Donc vous voyez très bien, ils sont sur la même ligne d'égalité sur la stèle. Mais remarquez très bien, Horus est plus grand que Seth. Parce que l'enjeu, c'est qu'en toute chose, les forces du bien doivent régner sur les forces du mal. Donc même visuellement, on vous fait comprendre que la loi première de la nature, ce n'est pas l'amour de son prochain, c'est faux. Hein? Cette histoire-là de la Bible, c'est n'importe quoi. L'amour de prochain, vous allez, est-ce qu'on vend l'amour dans les pharmacies? Bon, vous allez aimer à partir de quoi? Comment on fait pour être sûr qu'on est en train d'aimer quelqu'un? Ici, c'est rationalisé. C'est un nombre, comme vous dit, de rattraper en toute chose. Et ce nombre, Horus contre 5 est égal à 1,618, le nombre d'or par lequel toutes choses doivent se faire ici-bas. Et la force que l'Afrique a eu de faire, c'est de mettre dans ses institutions politiques la loi et le nombre d'or. Vous voyez? Les institutions politiques dominantes sont organisées pour que l'humaine condition de l'homme soit extrêmement difficile sur cette terre. L'esclavage, la colonisation, le chômage, la brutalité des nations, les guerres de religion, les régions de guerre. Et à côté, on met toujours une structure de rattrapage. L'église est là, la mosquée est là pour rattraper les gars qui sont perdus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a des vases communicants là. On dit, bon, quand il fera tout le mal là-bas, viens ici, Jésus va te mettre au paradis. Ce que je voudrais dire, c'est que la pensée africaine n'a pas fait cette chose-là. La pensée africaine a dit, tout le monde va au champ et on partage tous les travaux champêtres, on partage tous les résultats. L'enfant de quelqu'un veut se marier, tout le monde va marier cet enfant. Une femme a perdu son enfant, tout le monde est là-bas. Est-ce qu'il y a un amour qui peut dépasser celui-là? Comment peut-on dire à chacun de se débrouiller pour trouver l'amour du Christ? Vous voyez, je pense que nous ne réfléchissons pas beaucoup sur ces questions. Et quand on dit je suis le Fils unique, tu ne passes pas par moi, tu ne seras pas sauvé. D'accord, chacun se débrouille donc pour venir au Fils unique pour être sauvé. Et vos mamans, vos cousins qui vont s'en occuper. Vous voyez, c'est l'anthropologie individualiste qui veut qu'on dise c'est le Fils unique qui passe par lui, tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Bon, et quand il faut le suivre, c'est toi seul qui le suis, tu laisses ta femme derrière, tu laisses tes enfants derrière, tes cousins, tu vas t'en sortir seul, et les autres, tu laisses à qui? C'est pas bon. Voici ce qui est bon. Voici ce qui est bon parce que Horus, c'est le roi. Il a le devoir de faire régner l'équité. Lui-même n'est pas capable de voler. Tout ce qu'il a et qui lui appartient, il le reverse à ce sujet. Est-ce qu'il y a une théorie de l'amour qui dépasse ça? Où le roi prend tout ce qui lui appartient, il remet à ce sujet. Dans quelle civilisation a-t-on vu un roi, un président qui prend ces choses et qui reverse à ce sujet? Bon sang, réfléchissez. Réfléchissez. C'est vrai que le matin, tout le monde sort, tout le monde revient, personne n'a plus le temps. Bon, vous voyez le Sacré-Cœur là, il vient d'Égypte. Hein. Vous voyez très bien
C'est plagiat. Il n'y a rien à dire, rien à faire. Ah, voilà, la galaxie. Je reviens donc à ce que je disais tout à l'heure avec notre question de la spirale. Voilà où se trouve le soleil, là, vous voyez cette étoile. Nous sommes là dans la Voie lactée. Vous voyez, on est la galaxie, la question on appelle ça la Voie lactée. Et le soleil n'est qu'un point dans cet univers de milliards d'étoiles. Nous sommes quoi dans l'univers? Rien du tout. Et nous avons des prétentions extraordinaires. Le peu de temps que Dieu nous donne, on en fait, on met les autres en esclavage, on les met dans les cales de bateau. On nous donne un peu de temps pour vivre. Prenons ce temps pour nous en sortir. Cette histoire où non, on va bombarder l'autre, après on cherche les trucs, les chemins humanitaires pour sauver les gens qu'on a bombardés. C'est paradoxal, vraiment. Vous voyez, c'est en même temps, c'est la métaphore du Dieu des armées, Dieu d'amour. Vous voyez, Dieu bombarde et après Dieu va soigner. C'est malsain, c'est malsain. Vous voyez cette histoire de déluge là. Hein? Bon Dieu, que Dieu a tout fait pour que le déluge, parce que les hommes étaient devenus très mauvais. Il s'est fâché. Il a dit donc à Noé de prendre le bateau, je ne sais pas lequel là, et puis il a mis les panthères. Bon, on ne nous dit pas comment les panthères mangeaient, monsieur. Hein? Vous ne dites pas. Ici, vous avez donc. Voilà le nombre d'or que vous avez là. Le nombre d'or, c'est la différence, c'est la division entre cette portion et cette portion. C'est exactement la même chose que vous avez entre votre tête et vos pieds et le nombril. C'est-à-dire, supposez que votre nombril est ici. Vos pieds, c'est là, et le nombril jusqu'à la tête, c'est là. C'est la même loi. C'est-à-dire que nous sommes faits exactement comme les galaxies, en termes de proportion harmonique et proportion géométrique. Donc nous ne sommes que la reproduction de l'univers, et c'est la raison pour laquelle nous reprenons sa loi scientifique qui est la loi géométrique. Alors là, je vous montre simplement dans la nature ce qui se passe avec la spirale. Voilà. Voilà donc ce qu'on appelle le plagiat. Regardez ce qui se passe ici. Le type qui fait ça, c'est Michel Archange. Comment il s'en sort? Il fait une grille et il met Marie dedans pour qu'elle soit belle. Vous voyez? La même grille de la spirale que l'Afrique utilise, on la met ici pour que Jésus soit beau. Donc du coup, quand vous ne savez pas, si on enlève la grille, vous verrez, hey, Jésus, oh, l'homme on l'a tué, voilà, regardez comment il était doux. Mais il est doux parce qu'il est dans la spirale. Il est équilibré. Vous voyez? Or, ce que je voudrais vous faire comprendre en regardant ça, c'est que celui qui fait ça utilise une grille. Or, dans le masque Thomas n'a pas utilisé de grille. Lui, il accède à cette grille par intuition. Celui-ci accède à cette grille par tricherie. Il faut d'abord qu'il pose le cadre comme ça. Il voit si tout donne. Et puis il finit, quand il finit, il dit que c'est bon. L'autre n'a pas de cadre. Il fait, ça donne. Ça veut dire quoi? La conclusion est simple. La nature a mis en l'autre les lois. Et la nature a refusé à celui-ci la loi. Parce qu'il n'est que le fils de l'autre. Pas parce que la nature le déteste, non, mais parce qu'il est le fils de l'autre. Et s'il veut trouver la vérité, il revient à son père pour savoir quelle est la vérité. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà le masque Thomas et l'escargot. La spirale est contenue dans l'univers, mais elle est contenue en l'homme. Nous avons la loi de l'illumination, la loi divine en l'homme. Ce même architecte, Dean Edwards, là-bas nous étions dans le masque Thomas. Il prend un autre masque, c'est un masque femme. Il se dit qu'il va vérifier si la loi est toujours la même. Il retrouve toutes les mêmes proportions du nombre d'or. Alors je vais lui expliquer ce que ça veut dire. Je lui dis que ça veut simplement dire que les messieurs qui font ça ont l'intuition divine qui leur permet de faire ça. L'autre utilise le calque parce qu'il ne lui a pas été donné de faire ça de manière intuitive. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire que ce soit un hasard. Là-bas au Libéria, on est très loin du Cameroun d'ici. Ici, on a un contexte Fambeti en Afrique centrale. Et le Libéria se trouve très loin en Afrique de l'Ouest. Hein? Ici,
ceux qui reconnaissent ça, ça se trouve devant la présidente du Mali, hein. C'est le haut de Mas Antilope. Vous voyez, les mêmes proportions se retrouvent. C'est le même architecte qui fait tout ce travail, hein. Dine Edouard et Doumelevo. C'est un béninois. Ils travaillent ensemble sur toutes les questions qui concernent. Bon, ici, voilà l'agneau de Dieu qui sauve le péché du monde. Voyez-vous, c'est pris là-bas, et puis là-bas, il rit, il fait comme si c'est pour lui. Hein? Vous voyez là-bas, il fait comme s'il aime l'agneau plus que le maître de l'agneau. Ah, c'est ça la vie, hein? Voilà. Alors, j'ai demandé à un ami qui se trouve en France de faire que la spirale, il utilise les points, les différents points, et qu'il augmente le nombre de points. Et lorsqu'on a à 100 000 points, on se trouve ici, à plus de 100 000 points, on tombe dans ceci. Il me semble, si on avait des physiciens ici, que ça a été, il me semble que c'est la voie par laquelle on a, dans nos langues, on réussit à dire que nous sortons d'un trou noir. Chez le bassin en particulier, on dit sonkoum, ça veut dire on sort d'un trou noir. Or, vous voyez très bien que cette spirale du début, quand on en fait une totalité, une suite géométrique de beaucoup de points, on arrive à un trou noir. Je l'ai fait pour que les physiciens, s'il y en a ici, puissent travailler dessus. Ça, c'est les mêmes proportions. Voilà. Ça, c'est mon sanctuaire au Cameroun. C'est ici que nous prions. L'Église catholique a trouvé le moyen de venir planter ce truc-là. Vous voyez? C'est-à-dire, nous lui avons donné le terrain. On lui a dit faire des églises. Il a pris. Il nous a demandé encore notre terrain. On a donné. Faites des églises. Il dit non, ça suffit. Il vient planter. Planter au cœur. Il faut bien voir la métaphore. Exactement comme les Templiers qui allaient dans les guerres de croisade. Vous plantez la croix au cœur de votre organisme. Voilà ce qui s'est passé. Alors, nous étions dans l'expédition qui a fait tomber la croix. Et les gars sont venus remettre. Ils sont revenus avec la complicité. Autour, il y a des sous-préfets, des gens qui n'en savent pas grand-chose, qui croient qu'ils sont obligés d'être chrétiens pour s'en sortir. Alors, j'ai terminé. Mais, il faut qu'on restitue le débat. J'ai fait le débat en 3 temps, ce débat. Le premier temps a été de montrer qu'il existe une loi, et cette loi serait la spirale. À partir de cette spirale, il est possible de reconstituer toutes les autres connaissances. Je n'ai pas fait ce travail ici. Mais tous mes livres en parlent, c'est-à-dire que j'essaye dans tous mes livres de reprendre la question de la spirale, et c'est ça qui m'a permis d'écrire la sociologie, la théorie économique, la théorie du droit, etc. J'ai pu reconstituer, mais il faut que ça soit enrichi par des personnes qui en savent plus. Tout comme j'ai écrit la région africaine, mais ce n'est jamais suffisant. Il est bon que cette chose soit enrichie. En deuxième position, j'ai essayé de vous montrer les images de la religion telles que reprises par d'autres peuples. Et j'ai tenté de vous faire expliquer que ces images-là qui reprennent la vérité visuelle des images africaines n'en connaissent pas les essences et les raisons pour lesquelles elles ont été faites comme ça. Et dans un troisième temps, j'ai essayé de montrer en quoi est-ce que la capacité de l'art africain, et en particulier la pensée africaine, est suggestive pour faire des œuvres de grande valeur. En tout état de cause, je voudrais dire que il me semble, moi, au vu de ce que j'ai vu et fait, que la pensée africaine a l'avantage, non seulement de poser les jalons d'une pensée globale souhaitable pour tous, mais aussi de poser les jalons d'un nouveau système éducatif dont nous avons besoin pour demain. Parce qu'on ne peut pas faire un système éducatif en prédant chez les autres. Nous ne pouvons pas avoir un système éducatif où en droit on dit théorie du droit, premier chapitre la Constitution, deuxième chapitre les syndicats, deuxième les partis politiques. C'est pas une réalité africaine. Il faut que nous nous rendions à l'évidence que les Juifs sont devenus Juifs parce qu'ils ont le judaïsme. Les Arabes tentent de rattraper leur histoire parce qu'ils ont l'islam.
Le monde asiatique s'est développé parce que derrière ce monde asiatique, il y a les cultures religieuses, bouddhistes, zen, etc. L'Europe se veut chrétienne. Nous sommes le seul peuple qui a la prétention de s'organiser sur les théories et les religions des autres, sans en avoir une seule qui lui soit en propre. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut? Comment avons-nous la prétention de dire que nous voulons nous développer, alors que par ailleurs, nous ne faisons que calquer chez les autres des théories qui par ailleurs nous asservissent. Vous voyez, nous faisons la théorie du droit de l'autre, la théorie de l'économie de l'autre, l'architecture de l'autre, la religion de l'autre, la sociologie de l'autre. Comment on peut faire? C'est de la paresse, c'est de l'incompétence. Je regrette. Je le dis comme ça avec force, ce n'est pas parce que je suis surdoué ou bien que je suis meilleur que les autres, mais c'est parce que je mesure le poids de la passion dans l'organisation du monde et de la science. C'est la passion qui fait que les peuples soient de grands peuples. Les peuples ne peuvent pas être de grands peuples sans passion. Je regrette. La grande Europe se fait parce que c'est la passion. Et derrière la passion, il y a les réalisations et la science. Le monde occidental se fait sur cette base. Le monde asiatique est en train de se faire sur cette base. Le monde musulman se fait sur cette base. Nous sommes le seul peuple qui fait que tricher, copier. Ayant copié mal. Nous sommes les répétiteurs de la pensée des autres. Nous ne sommes pas des scientifiques. Je voudrais quand même vous faire remarquer que si la science s'est recopiée pour l'autre, en vue de devenir un grand, pourquoi l'Europe a-t-elle fait sa renaissance? L'Europe a fait sa renaissance parce qu'elle était fatiguée du monde arabe qui venait lui enseigner les maths et la physique et la philosophie. Quand les Européens se sont rendus compte que derrière la philosophie, etc., il y avait les Platon, les Pythagore, ils ont renoncé. Ils ont dit, bon sang, vous ne pouvez pas venir nous enseigner les choses alors que pour nous est là-bas. Bon, nous repartons là-bas, on va réécrire tout. C'est ce qui a fait la Renaissance. Toute l'Andalousie, les gens ont pris du temps pour réécrire les textes égyptiens, grecs et romains. Et après la Renaissance, il y a le siècle des Lumières. Mais nous voulons voir le siècle des Lumières sans faire la Renaissance. Qui plus est, et même quand nous faisons la Renaissance, nous ne nous rendons pas souvent compte que la question de la modélisation théorique des connaissances est indispensable. Nous ne pouvons pas continuer à travailler au hasard. Il nous faut poser nos théories. Les théories à partir desquelles on pourrait substantialiser ou abstraire les connaissances qui permettraient de la cile du jardin à l'université de réorganiser les connaissances. Si nous sommes d'accord que je n'ai pas mal parlé, on applaudit. Donc voilà, j'ai fait l'effort de dire ce que je pouvais dire. Il y a beaucoup de choses à redire et je vais le sentir tout à l'heure parce que je vois que ça s'échauffe un peu. Nous sommes dans une causerie. Nous ne sommes pas entre maître et élève. La connaissance ne finit pas. Tout le monde apprend à tout moment. Donc je souhaite que Guillaume revienne et qu'éventuellement il organise la suite. Si l'heure, par rapport à l'heure, par rapport aux questions, la façon dont on peut poser les questions. Et avant que vous ne preniez la parole, je vais vous dire une chose importante. Tout de suite, ne bougez pas. Je suis ici pour que nous reprenions la direction du monde, sans que cela prête à sourire. Ça peut prêter à sourire parce que comment, devant ce flot de désastres, quelqu'un vient nous dire ici dans une salle comme celle-ci, en pleine Suisse, construite, très belle, que nous devons prendre la direction du monde. Nous devons prendre la direction du monde pour deux choses importantes. Montrer comment la pensée africaine a structuré l'ordre, afin que les nations dominantes s'en emparent, ou à défaut de s'en emparer, que les jeunes qui doivent prendre le relais sachent que il y a un peuple qu'on a laissé à la marge de la connaissance, dont on a négligé le potentiel, le peuple kamite. Nous avons le devoir et la vocation de ramener en surface cette connaissance cachée. Deuxièmement, pourquoi devons-nous prendre la direction du monde? L'Afrique n'a pas connu cette intolérance qu'on voit.
Guerre de religion, religion de guerre. Bon Dieu, chacun peut avoir son Dieu là où il veut. Chacun peut faire ce qu'il veut. D'où vient-il que nous sommes obligés de traverser les mers pour mettre les autres en esclavage au nom d'une pensée historiquement et géographiquement située? Là encore, nous devons remettre les pendules à l'heure. Et la seule façon pour nous de remettre les pendules à l'heure, c'est la science, rien que la science. Vous vous doutez bien, nous ne pourrons jamais être aussi violents que les autres. Hein? Dans l'Afrique que je connais, 3 morts, 4 morts, c'est beaucoup. Quand vous voyez quelqu'un qui met 50 morts au sol, c'est qu'il a cessé d'être africain depuis très longtemps. Il est dans l'idéologie de l'autre. Ce que je veux dire, c'est qu'il a changé de logiciel. Parce que l'homme noir qui a tant chéri l'amour du prochain et a organisé l'amour du prochain doit revenir avec cet amour pour réorganiser le monde. Dernière chose, nous devons nous organiser pour y parvenir. Pour y parvenir, nous devons nous remettre ensemble, créer des couloirs de sécurité mentale, philosophique, scientifique, organiser, à défaut des colloques, des symposiums, pour qu'on remette en marche la question fatidique. Quel va être le mode de pensée pour que l'Afrique redevienne? Enjeu, défi, perspective. Parce que vous voyez, tout le monde parle de renaissance africaine, mais personne ne sait de quoi les questions. Hein. Moi, je vois les cercles où on dit les panafricains, les panafricanistes. Oui, ils veulent les panafricanistes avec l'islam et avec le christianisme. Non, monsieur. On ne dit pas qu'on doit chasser le christianisme et l'islam, non. Mais nous disons que nous devons faire le panafricanisme sur la base des traditions endogènes. Rien d'autre. Il n'est pas possible d'apporter le syncrétisme là-dedans. Pourquoi? Ce qui a sauvé le monde juif, c'est le judaïsme profond, monsieur, depuis 5, 3000 ans, 2000 ans. C'est ça qui a sauvé le peuple juif. Ce n'est pas le syncrétisme. Syncrétisme ne veut pas dire que tu n'aimes pas l'autre. Puisque la loi de la vie est la diversité. Comment tu peux être un chien et devenir un chien? Bon sang. Tu veux faire le syncrétisme sur le chat et le chien? Alors, si maintenant il a été donné à l'homme d'être capable d'être porteur de synthèse, quel type de synthèse? Peut-on faire une synthèse quand on n'a pas rationalisé soi-même son mode d'être? Les gens disent qu'ils sont africains, mais vous leur demandez où sont tes masques, il va prendre les masques d'il y a 3 siècles et il dit que c'est sa culture. Ce sont ses traditions, ce n'est pas sa culture. Attention, les masques, ce sont les réponses que nos ancêtres ont données à leur temps, en leur temps. Nous, on donne quoi? On retrouve chaque fois des Africains qui s'en viennent. Oui, moi je suis africain parce que j'ai porté, ah oui, tiens, comme j'ai porté les trucs ça au colis. Non, monsieur, c'est pas pour vous. C'est nos ancêtres qui l'ont fait. Pour nous, et où? Dans chaque domaine, il faut rationaliser, mettre en science, en vue de la diffusion de l'enseignement. On ne peut pas continuer une paresse où on a la prétention de dire qu'on est africain. Mais même dans le domaine de la culture, de l'art culinaire, personne ne sait comment les dosages se font. On dit seulement, oui, le bonheur est que quand tu mets seulement ça, après ça va bouillir. Quand tu vois que ça c'est devenu clair, tu ajoutes le poivre et puis ça donne. Non, monsieur, il faut mettre ça en science comme on le met dans les universités qui traitent des problèmes culinaires. Pareil pour la coiffure. On ne peut pas se lever et dire qu'on fait la coiffure. Oui, ça c'est africain, machin, c'est africain, sur quelle base? Il faut écrire. Musique, oui, vraiment, ça, moi j'ai le feeling, je sens ça, bon, ça va donner c'est bon, les gars. Arrête là, c'est bon, on ajoute. Non, il faut écrire. Il faut écrire, mettre en science. C'est pareil en anthropologie, pareil en sociologie, pareil en physique, pareil dans tous les domaines. Ce travail, nous devons le faire. Et c'est pour ça que je souhaite que notre ami Samba, Nakouti, Guillaume, Odou et tout cela, nous organisent ici un puissant colloque où nous reprenons à zéro la pensée et on pose les livres. Si on peut le faire en Suisse, c'est serait souhaitable. Maintenant, je vous remercie réellement.